Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Maître Baparapé, président de l'organisation non gouvernementale Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples a animé mercredi 14 août dernier un point de presse sur le dossier de Frère Onvi, des précisions dans ce JT des JT. La campagne d'orientation des nouveaux bacheliers a été officiellement lancée mardi dernier à l'université d'Abomey-Calavi. Retour dans cette édition sur la cérémonie de lancement. En Thaïlande, Paetongtarn Shinawatra est investie Premier ministre du pays par le roi. Elle est élue depuis le 16 août dernier par le Parlement thaïlandais après la destitution de son prédécesseur Shrita Thavisin. On démarre ce journal des faits marquant de la semaine par l'annonce de l'arrestation d'une voix mythique de la scène politique béninoise qui a fait bouger la toile. Il s'agit du célèbre Frère Onvi. Le mercredi 14 août dernier, Maître Aboubakar Baparapé, porte-parole du collège d'avocats du concerné, a effectué une sortie médiatique pour dénoncer les circonstances de son arrestation et a exigé sa libération au nom de l'ODHP. Ces propos ont été recueillis par Eusel TV. Suivons ensemble. L'ODHP a appris avec horreur l'enlèvement à Lomé, quartier Adigomé, en pleine nuit, le 12 août 2024, de l'activiste Steve Amoussou, alias Onvi, journaliste chroniqueur, actif sur les réseaux sociaux et en exil depuis 2019. Selon les diverses sources, cet enlèvement est intervenu dans la soirée du lundi 12 août 2024 à Lomé, au Togo, alors qu'il venait de prendre son repas de la soirée. Le nommé Steve Amoussou, alias Onvi, sortit acheter un article auprès d'une dame en face de son domicile, sera interpellé par 4 individus qui, sans déclarer leur identité, vont procéder à son kidnapping face à la population qui a tenté vainement de les en dissuader. Ces ravisseurs, au nombre de 4, dont l'un d'entre eux a une coiffe de rasta, ont donc réussi à l'embarquer contre son gré dans une fourgonnette de couleur noire pour une destination inconnue. Dans la fourgonnette, le sieur Steve Amoussou a été encagoulé, battu et, plus grave, étouffé par l'un de ses ravisseurs à l'aide de son coude qui l'étranglait au point où il perdit connaissance. Mesdames et messieurs, sur un plan procédural, il est à dénoncer que depuis mardi, qu'il a été mis à la disposition de la police républicaine par ses ravisseurs, M. Steve Amoussou, alias Onvi, n'a été autorisé à échanger avec ses avocats que cet après-midi du mercredi 14 août 2024. L'ODHP dénonce avec la dernière rigueur d'abord cet enlèvement qui est un rapt contre un citoyen béninois, exige la libération immédiate et sans condition de M. Steve Amoussou. Nous n'avons pas eu la possibilité d'échanger avec la police. La seule chose que nous avons pu avoir, et c'est au téléphone, nous avons eu le directeur
commissaire chargé de l'OCRC, Office central de répression de la cybercriminalité, qui nous a autorisé, n'est-ce pas, qui nous a indiqué là où il est gardé à vue et à la brigade économique et financière. C'est pour ça que nous nous y sommes rendus. Le frère Onvi se porte très bien et il a le moral. Et nous espérons, avec tout le soutien des 13 millions de Béninois et des Béninois à l'étranger, que son moral sera encore beaucoup plus topé. La suite de la procédure, c'est qu'il sera auditionné en présence constante de ses avocats et au terme du délai légal de garde à vue, il sera présenté à monsieur le procureur spécial donc pour la suite. La communauté chrétienne catholique a célébré le 15 août dernier la montée au ciel de Marie, une célébration d'une grande importance pour l'Église catholique. Le sens et la portée de l'Assomption ont été expliqués ici par le père Hubert Kedoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, au micro de ZAE TV. Alors, il faut d'abord faire la différence entre l'Assomption et l'Ascension. L'Ascension, c'est Jésus qui monte au ciel, alors que l'Assomption, c'est les anges qui sont venus porter Marie, dont le corps ne peut plus connaître la déchéance du tombeau. Et c'est simple, on peut dire, comme disent les théologiens, que devant le corps de Marie, le diable, la mort, a signé forfait, puisque la mort a été déjà confrontée par le corps du Fils de Dieu, que la mort a été obligée de rejeter 3 jours après. Donc si le Fils, par son corps, par son être entier, a déjà vaincu la mort, et que ce Fils a reçu son corps de la Vierge Marie qu'il a fécondé avec la puissance de l'Esprit Saint, il est tout à fait normal qu'il n'y ait plus de combat entre Marie et la mort, puisque le Fils l'a déjà rendue victorieuse de cette mort et la protection de son corps immaculé est portée directement au ciel. C'est ce que nous célébrons et nous espérons que comme Marie, même si nous connaissons la déchéance du corps, que nos corps en Jésus-Christ est transfiguré et que nous devenons co-héritiers avec Marie du royaume des cieux. En dehors de l'Assomption, il faut noter que les Béninois célèbrent également chaque 15 août chaque année la fête de l'Igname. Son origine et son symbolisme selon les traditions béninoises ont été narrés ici par Jacques Aguiadaro, anthropologue en développement, propos recueillis par ZAE TV. La sortie de l'Igname est ritualisée. On ritualise la sortie de l'Igname parce qu'on part du principe que l'Igname n'est pas seulement une question de tubercule, mais derrière, il y a des représentations sociales, il y a des perceptions sociales d'un certain nombre de paramètres liés au temps. L'Igname, c'est 9 mois et vous savez bien que la métaphore des 9 mois, l'analogie des 9 mois renvoie à la limite au temps que peut faire un enfant dans le ventre de sa mère. Donc, il y a un certain rapprochement qu'on peut faire et qui montre que ce n'est pas une sorte de tubercule comme tout autre tubercule. Après, le volet rituel aussi de la sortie de l'Igname suppose un certain nombre de pratiques qu'on mène, notamment la consultation, pour savoir un petit peu sous quel registre on rentre dans cette dans ce nouveau cycle de consommation de l'Igname. C'est pour ça qu'on demandera à tous les profanes de s'abstenir, n'est-ce pas, de prendre de l'igname tant qu'on n'a pas effectué le rituel officiel de sortie d'igname. Et ce rituel permet de voir un peu tous les codes sociaux qu'il y a autour de la consommation de l'igname, parce que derrière ce rituel, il y a ce qu'on peut appeler la consultation du phare, après il y a l'interprétation du phare, il y a peut-être le message divinatoire, et après tout ce qu'on peut appeler les rites d'expiation, les rites de purification, de tout ce qui sort derrière, avant qu'on ne dise, bon, vraiment, le signal est donné. Ça suppose que quand vous appartenez à une certaine communauté, notamment les communautés et Savalo et autres, lorsque vous consommez l'igname, pendant qu'on n'a pas encore fait les rituels de l'igname,
vous êtes dans une déviance sociale. Donc, vous pouvez avoir faim et ne pas être en mesure de consommer l'igname parce que vous avez l'igname autour de vous. Mais l'igname que vous avez n'est pas encore mise en consommation. Et lorsque vous consommez ça, vous êtes dans ce qu'on peut appeler une déviance sociale, une déviance au niveau communautaire. Donc, cette manière de codifier, cette manière de créer un environnement purement culturel et culturel autour de l'igname montre qu'on nourrit le corps et on nourrit aussi l'esprit. Et nourrir le corps et l'esprit, c'est nourrir la complétude humaine, à la limite. Dans le cadre des nouvelles mesures contre le chômage, 2 initiatives ont été prises par le gouvernement et plus précisément par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, dont la reconversion des jeunes diplômés sans emploi. Les détails à travers cet élément signé ORTB. 100 meilleurs profils sélectionnés dans 5 métiers de fort potentiel d'inclusion sont concernés par cette première édition des programmes de reconversion et de mise en stage. Les 5 métiers ciblés sont installateur et maintenancier des systèmes panneaux solaires, installateur et maintenancier de biodigesteurs et producteurs de compost amélioré, mécanicien et maintenancier d'équipements agricoles, technicien en énergie renouvelable, tourisme, hôtellerie et restauration. Au départ, près de 300 dossiers de candidature de jeunes diplômés sans emploi titulaires du DT, du CEAP, du DEAT et du BEAT ont été enregistrés. Ainsi, au total, 280 dossiers, dont 58 dossiers de filles et 222 dossiers de garçons, y compris celui d'une personne handicapée, ont été réceptionnés. Une vingtaine d'enseignants de ces différentes spécialités sont concernés et répartis dans plus d'une dizaine d'entreprises partenaires. Chers stagiaires et bénéficiaires, vous êtes les pionniers de cette première édition. Je vous félicite et vous exhorte à l'assiduité et au respect de règles de discipline dans les entreprises d'accueil. Nous prenons l'engagement dès cet instant de présenter la charte des disciplines et de bonne conduite au sein des entreprises pour mieux se faire former et en sortir gagnant à la fin des stages et de la formation. Après cette phase d'exploration et du choix des entreprises, les différentes parties prenantes vont procéder à la signature de conventions de partenariat. Ceci pour sceller la nouvelle coopération et assurer un bon déroulement des activités au sein des entreprises respectives. Le gouvernement béninois a lancé mardi dernier la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers à l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie officielle a été présidée par la ministre Éléonore Yaïla-Décan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce en présence de plusieurs acteurs éducatifs et de plus de 1000 étudiants. Reportage signé Canal 3 Bénin. Plus question pour les nouveaux bacheliers qui s'apprêtent à démarrer leur cursus universitaire de s'inquiéter pour le choix de leur formation. La transition du secondaire au supérieur étant un virage décisif, le gouvernement béninois, soucieux de leur avenir, se propose de les aider à opérer un bon choix de filière de formation. Une mission qu'accomplissent ici 2 ministres du système éducatif. Après le passage de nos équipes, ce que vous allez entendre ici, il ne faut pas nécessairement les obliger, il faut échanger avec eux, leur montrer maintenant les débouchés, les avantages et les inconvénients du choix de chaque filière. Vous voyez. Quant aux jeunes bacheliers, c'est une chance pour vous. Nous, on n'a pas connu cette chance. En notre temps, on vient seulement ici, on regarde sur les tableaux, on dit moi j'irai ici, j'irai ici, j'irai ici, j'irai ici. Les nouvelles filières de diplôme de technicien offrent des opportunités exceptionnelles pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans les domaines techniques et technologiques. Nous encourageons vivement nos jeunes apprenants à accorder une importance à ces filières qui sont porteuses d'avenir et répondent aux besoins du marché du travail. Les différentes formations qu'offre le paysage universitaire béninois, leurs avantages et débouchés professionnels étaient au menu de cette campagne d'orientation des nouveaux bacheliers. Les modes d'entrée dans les universités, les quotas d'allocation universitaire et les innovations ont été aussi longuement exposés à cette assistance de plus de 1500 étudiants
tous dotés du guide d'orientation universitaire. Si l'entité, c'est un exemple que je donne, l'entité ne sait offrir que 1000 places et qu'il y a une agglutination, tout le monde veut aller là et que au niveau de la plateforme, et ça c'est une innovation, vous vous retrouvez déjà à 3000 inscrits. C'est ça une innovation, ça doit être relayé. La plateforme vous donne la possibilité de savoir qui sont ceux-là qui sont inscrits avant vous, qui sont ceux qui ont plus de mentions que vous les voyez et ça vous permet de vous ajuster. On a combien de possibilités d'octroi de bourse ou d'allocation, vous le voyez et vous faites des choix vraiment responsables. Les nouveaux bacheliers ont le choix entre 915 filières de formation pour 171 écoles, instituts ou facultés. Après monbac.bj, c'est sur cette plateforme que s'opère le choix des filières du 27 août au 9 septembre 2024. Quant à la campagne d'orientation, elle se poursuit sur tous les autres sites universitaires. Terrorisme au Bénin définit une approche globale et exclusive au-delà des réponses militaires pour mieux faire face au terrorisme. Tel est l'objectif principal du Forum sur le renforcement des efforts de paix menés par les OSC et organisations confessionnelles, ce dans le contexte des transitions politiques dans la région du Sahel. Les travaux ont eu lieu mardi 13 et mercredi 14 août à Cotonou. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Canal 3 Bénin. Après Abidjan en octobre 2023 et Dakar en décembre de la même année, c'est au tour de Cotonou d'accueillir le Forum Dialogue sur le renforcement des efforts de paix menés par les États, les organisations de la société civile et les organisations confessionnelles dans le contexte des transitions politiques, le défi du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la région du Sahel. Un rendez-vous capital visant à trouver les voies et moyens les plus appropriés dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Il s'agira donc au cours de ces 2 jours de partager les expériences, les efforts entrepris par les organisations de la société civile, les confessions religieuses dans le Sahel, en mettant en exergue un accent tout particulier sur les réalisations, les leçons apprises et les défis en matière de paix durable, identifier ensemble les stratégies à mettre en œuvre pour combattre ce fléau et voir dans quel domaine l'Union africaine pourra intervenir pour soutenir les efforts déjà entrepris sur le terrain. L'initiative est du département des affaires politiques à travers la division Dialogue et Médiation, le Centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme basé à Caire et la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Les rencontres de la Côte d'Ivoire et du Sénégal avaient recommandé d'investir davantage dans les initiatives locales visant à instaurer la paix, à prévenir le terrorisme et l'extrémisme violent. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, il s'agit d'objectifs qui cadrent parfaitement avec la vision du gouvernement du président de la République, M. Patrice Talon, très attaché aux idéaux de paix dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. Je suis convaincu de ce que vos échanges, très pertinents, permettront à leur terme d'aboutir à des recommandations qui contribueront à construire la stabilité et la paix durable pour un avenir sûr et prospère dans notre espace sous-régional. Pour bâtir une paix durable, les gouvernements, les acteurs de la société civile, les organisations internationales et les communautés locales sont appelés à se donner la main pour relever l'immense défi sécuritaire dans la sous-région. Le comité local de suivi du projet PACW Bénin a tenu mardi dernier sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Et l'un des objectifs principaux est de renforcer la collaboration entre African Parks et les autorités locales, leaders religieux et populations à la base pour mieux sauvegarder le dit parc. Plusieurs personnalités ont pris part aux travaux qui ont eu lieu à Kandy et c'est un reportage de l'ORTB. Il y a des questions qui sont liées à la coupe illégale du bois. Il y a des questions qui sont liées à la pêche illégale.
Sensibiliser les communautés locales autour des visions du projet Parc W Bénin pour faciliter une gestion efficace du parc. C'est l'objectif de cette première session ordinaire au titre de l'année 2024 du comité local de suivi du projet Parc W Bénin. Le projet Parc W Bénin, ça rime avec les réformes mises en place par le gouvernement et qui, pour le cas spécifique du W, est un projet de restauration et de développement du parc national du W Bénin. Un peu en dessous de l'objectif de celui de la Pendiari, qui est le projet de développement touristique. Nous avons encore beaucoup de choses à reconstruire. Au cours de cette séance, diverses recommandations ont été formulées, entre autres l'implication active des membres du comité local de suivi pour la sensibilisation des communautés à la conservation du parc, le renforcement des séances de sensibilisation sur les mécanismes de gestion de l'agriculture et de l'élevage dans la périphérie du parc. Le parc W aujourd'hui est un patrimoine, c'est un patrimoine pour nous tous, un patrimoine qui nous devons sauvegarder pour l'avenir et que nos enfants puissent en jouir les retombées. Tête couronnée, sages, éleveurs, agriculteurs et plusieurs faiseurs d'opinion ont pris part à cette session. Je crois qu'avec les comités là maintenant, tous les problèmes vont résoudre. Parce qu'avant, personne ne sait pas là où il va. C'est le comité qui nous a montré maintenant là où on doit aller. Cette toute première session du comité local de suivi du projet Parc national W Bénin a servi d'occasion aux acteurs de mettre en place le bureau composé de 5 membres. Bonne nouvelle pour le pétrole nigérien et les relations entre le Bénin et le Niger dans la droite ligne des actions entreprises pour le dégel de la crise entre les deux pays. Le Bénin va permettre le chargement du pétrole nigérien sur un autre navire via la plateforme de Semekboji. Pour l'instant, pas d'informations sur la présence au nom des représentants nigériens lors de ce chargement tel que le recommande l'accord tripartite signé entre WAPCO, la société chinoise qui exploite le pétrole nigérien, le Niger et le Bénin. Plus d'informations vous seront fournies dans nos prochaines éditions. La loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison de sexe était au cœur d'un atelier de sensibilisation tenu le 15 août dernier dans le département du Zou. Organisé par l'Institut national de la femme, cet atelier a réuni les acteurs des collectivités territoriales du dit département, plus précisément à la préfecture d'Abomey. Et c'est un élément signé au RTB. Chefs quartier, chefs d'arrondissement, secrétaires exécutifs et maires prennent connaissance du contenu de la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Les acteurs concernés par la mise en œuvre ne sont pas toujours au courant du contenu et du contenu réel. Et c'est pour remédier à cela que l'Institut national de la femme, l'INF, qui a non seulement la charge de faire la promotion de la femme, mais aussi de lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, a conçu un programme national d'information et de sensibilisation des acteurs sur la question. C'est un peu pour leur permettre de comprendre l'esprit du texte qui donne plus de pouvoir aux hommes pour aider dans la protection de la femme. La loi, pour qu'on l'applique et que ça marche vraiment et que les gens ne soient pas contraints à subir donc la rigueur de la loi, il faut les informer. Il faut informer tout le monde. Avant maintenant que si quelqu'un agisse volontairement, il agisse en toute connaissance de cause, il va pouvoir répondre donc de ses actes. C'est une activité qui est venue à point nommé. Nous avons besoin, il faudrait qu'il y ait une large communication autour pour permettre au fond de nos contrées de comprendre les risques qu'ils courent. À travers cet atelier, l'Institut national de la femme voudrait donc renforcer les connaissances des participants et impulser le changement de comportement afin de lutter contre les actes de violence basés sur le genre dans le département du Zou.
Le médiateur de la République du Bénin, Pascal Essou, a reçu à son cabinet l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Leurs échanges ont porté sur l'approfondissement des relations entre l'institution et la Fédération russe. À sa sortie d'audience, Igor Evdokimov s'est prononcé et ses propos ont été recueillis par l'ORTB. Il y a quelques mois, le médiateur de la République de Bénin a visité Moscou à l'invitation de notre médiateur de Fédération de Russie pour la conférence internationale. Au cadre de cette visite, votre médiateur a signé un mémorandum de coopération entre nos deux pays, entre la Russie et la République de Bénin. Nous sommes très satisfaits avec ce fait et nous pensons que ce document nous donne une bonne base pour développer la coopération entre les deux bureaux. Et comme le médiateur m'a dit, il doit visiter notre pays, la Russie, au mois d'octobre cette année. C'est pourquoi nous pensons que les contacts de travail et les liens entre les deux bureaux renforcent après ces visites de votre médiateur. Hors du Bénin, parlons à présent d'actualité internationale. Le vendredi 16 août dernier, le Sénégal a franchi une étape historique en envoyant dans l'espace son premier satellite conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais. Ce satellite, un petit cube de 10 cm pesant environ 1 kg, a été lancé à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Vandenberg en Californie. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa fierté sur le réseau social X, déclarant « Le Sénégal entre dans une nouvelle ère ». Et au-delà des missions immédiates, ce programme satellite vise également à développer les compétences intérieures, les compétences des ingénieurs et des étudiants africains dans la technologie spatiale. L'objectif visé est de permettre à terme la conception et la fabrication des satellites directement sur le continent africain, réduisant ainsi la dépendance aux technologies étrangères. Les services de sécurité russes du FSB ont ouvert ce samedi 17 août une enquête contre 2 journalistes italiens de la chaîne RAI ayant réalisé un reportage dans la région de Kursk après avoir franchi illégalement la frontière depuis l'Ukraine selon les agences de presse russes. Il s'agit plus précisément de Stefania Battistini et de Simone Traini pour franchissement illégal de la frontière, ont indiqué les services russes dans un communiqué cité par les agences du pays. L'ambassadrice d'Italie en Russie, il faut le préciser, Cecilia Piccioni, avait elle déjà été convoquée vendredi dernier à Moscou par la diplomatie russe à ce sujet. Dernière information de nos frontières, le roi de Thaïlande a officiellement investi ce 18 août Paetongtarn Shinawatra, la fille de l'ancien premier ministre milliardaire controversé Thaksin, au poste de chef du gouvernement lors d'une cérémonie retransmise à la télévision. Paetongtarn, âgé de 37 ans, a ainsi reçu l'ordre d'écrit officiel du roi Maha Vajiralongkorn de former un gouvernement lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège d'une ancienne chaîne de télévision pro-Thaksin. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine à tous.